Eh bien, ça nous donne l'identité. L'identité appliquée au vecteur sigma g, eh bien, ça va nous faire la norme au carré de sigma de x, L de x, fois g au carré, plus la norme sigma de y et de L de y. Avant, j'avais 2D ici, hein, c'était 1. Oui, G, 1 demi, G. Et le terme mixte, la dérivée seconde, c'était moins l'identité, donc j'ai un moins. L'identité appliquée à ces deux vecteurs-là, c'est-à-dire je prends le produit scalaire. Voilà le terme que je récupère, qui avant a été trivialement nul parce que c'était la norme de G au carré qui apparaissait 3 fois. Mais ici, ce que vous récupérez, c'est sigma de x et de L de x moins sigma de y et L de y appliqué à G en norme au carré. C'est le développement exact de la différence au carré. Et ça, maintenant, vous le majorez. La norme de G, pas de problème. Les sigmas sont lipschitziens. Donc tout ceci se majore par une certaine constante. Eh bien quoi? Eh bien x moins y en norme au carré, plus la distance de la norme de la loi de x à la loi de y au carré, qui elle-même se majore par la norme de x moins y au carré. Et donc, l'opérateur appliqué à x moins y au carré, il se majore en valeur absolue par une constante fois x moins y au carré, et ça, pour faire du Gromval, ça suffit. Bon, alors, là encore, c'est si on est habitué à ces démonstrations qui existent maintenant depuis de nombreuses années pour l'unicité grâce aux solutions de viscosité. Ceci est clair, sinon ça paraît un argument un peu mystérieux, mais ça vous permet de comprendre pourquoi effectivement cette unicité est vraie. Et elle correspond exactement à ce que vous feriez si vous vouliez démontrer l'unicité pour la dynamique des points. La dynamique des points, c'est le dx sur c'est le dx. Hein? Vous avez une dynamique stochastique qui induit une dynamique sur les m, qui induit une dynamique sur les u. Donc là, j'ai montré l'unicité, où je vous ai indiqué comment l'unicité des U marchait, mais pour comprendre l'unicité des U, on se doute bien qu'il faut comprendre l'unicité des M de T. L'unicité des M de T, ça vient du transport de la mesure par une dynamique stochastique. Je la réécris, c'est dx égale sigma de x et de loi de x dw. J'écris dy égale sigma de y de loi de x dw. Eh bien, si vous regardez d sur dt, vous appliquez le lemme de Ito et que vous écrivez E l'espérance de xt moins yt carré, et que vous faites le calcul, vous tombez précisément avec un 1,5 sur cette expression-là. C'est-à-dire que vous tombez sur l'espérance de sigma de x et de loi de x moins sigma de y et de loi de y donc à des constantes, à des 2D, des constantes qui n'ont absolument aucune importance près, vous tombez précisément, si
le W est unidimensionnel, c'est exact, vous tombez précisément sur cela. Et donc la majoration que je viens de faire vous dit tout de suite que ceci se majeure par une certaine constante m, c'est mon 2c d'il y a un instant, fois l'espérance de x moins y au carré. Et effectivement, vous voyez bien que si vous démarrez du même point, eh bien, vous avez une unique solution, c'est l'unicité. C'est la démonstration de l'unicité que Ito avait fait dans les années 40, qui marche exactement pareil lorsque vous injectez la loi de X en plus dans le sigma. Et l'expression qui apparaît est exactement la même expression qui apparaît dans la démonstration des solutions de viscosité. Ce n'est pas un hasard, c'est le même objet, vu de manière différente, vu par les EDP d'un côté, vu par l'analyse probabiliste de l'autre côté. Et bon, donc si on a bien fait les choses, on doit effectivement avoir à un certain moment exactement ce calcul-là. Et ce calcul-là, on l'a sur les équations différentielles stochastiques, on peut l'avoir sur l'équation de Vlasov-Makin, et on l'a en fait sur l'équation en dimension infinie. Et donc, effectivement, que ce soit un Laplacien ou un opérateur plus compliqué, ça ne change rien. Bon. Alors ça, c'était pour Vlasov-Makin. Et essentiellement, tout ça, c'était connu. Alors maintenant, on va passer en non linéaire, et puis après, je passerai à l'ajout d'une corrélation. C'est-à-dire à un autre opérateur linéaire, et puis on compliquera un peu, et puis on s'arrêtera là. On aura compris maintenant, cette année, c'était un des deux objectifs que je m'étais fixé cette année, on aura compris comment manipuler ces équations, savoir passer à la limite quand n tend vers l'infini, ce qui a de nombreuses applications. Et après, j'expliquerai un peu ce qui se passe pour les Minfield-Graves, et puis on étudiera, je finirai le cours cette année, en prolongeant l'étude des systèmes d'équations linéaires partielles associés au Minfield-Graves, c'est-à-dire au jeu à champ moyen. Alors, donc ça c'était le cas linéaire, vous voyez ça marche comme Laplacien, si on veut simplifier. Modulo, un tout petit peu de technique, mais la technique là est robuste. Bien. Alors, deuxième extension non linéaire. Alors, je suis toujours dans du non linéaire à blocs de variables séparés. Hein. Vous avez vu ce que j'ai fait, c'était des Laplaciens dans chacun des blocs de variables. J'ai pris un opérateur plus compliqué dans chacun des blocs de variables. Si on commence à mélanger les blocs, on va se poser des problèmes de corrélation. Alors, donc, dans le non linéaire, on va démarrer, je vais faire du non linéaire à coefficient constant. Je vais vous expliquer comment passer du linéaire à coefficient constant au linéaire à coefficient quelconque. Je vais faire du non linéaire à coefficient constant, et évidemment, vous doutez bien qu'on peut faire du non linéaire à coefficient non constant. Et déjà, Rémi est d'accord, point trop non faux. Hein. Alors, dun sur dt, je vais écrire 1 sur n, somme de i égale 1 à n, de f de d2 par rapport au bloc xi, un, égale à 0, et il y a un n qui est ici. Eh oui, parce que quand on est en linéaire, là où il faut mettre les n, on ne sait pas. Parce que les n, ils s'en vont de tous les côtés. Quand on est en non linéaire, il faut faire plus attention au scaling. Alors pourquoi c'est le bon scaling, ça? Bien, c'est simple. Une dérivée seconde d'une fonction de mesure empirique, c'est d'ordre 1 sur n, pas sur 1 sur n2. Vous allez me dire, attendez, vous nous avez expliqué, u de 1 sur n, somme de delta de xi. Si je dérive une fois, je récupère un 1 sur n.
Et si je dérive une deuxième fois, je récupère un 1 sur n2. Non? Si je dérive dans des directions différentes, je récupère un 1 sur n2. Mais si je dérive deux fois par rapport à xi, j'ai fondamentalement, la première fois, je récupère un 1 sur n, et je vais récupérer un delta prime de xi. Si je dérive une deuxième fois, effectivement, si je viens taper le u, j'ai un 1 sur n2, mais je peux aussi taper ici. Et je n'ai que du 1 sur n. Donc, une dérivée seconde en xi, vous attendiez... Par contre, si vous faites une dérivée en xi, xj, c'est du 1 sur n2, qui est différent de j. Donc, vous attendez à ce que ceci soit d'ordre 1 sur n, donc c'est normal de l'amplifier par n, de prendre une fonction non linéaire, de sommer par rapport aux coordonnées, mais à ce moment-là, il faut rediviser par n. En tout cas, formellement, c'est quelque chose qui est d'ordre 1. Bon, alors ça, c'est une sale affaire. Non, je ne vais pas la faire rougir. Qu'est-ce que j'ai fait encore, se demande-t-elle. Alors, c'est une sale affaire parce que toute cette analyse, d'abord heuristique, ensuite justifiée par le processus que je viens de vous décrire, plus que de vous expliquer en détail d'ailleurs, la première ligne s'effondre complètement. Le démarrage s'effondre complètement parce qu'on disait on passe à l'interprétation stochastique, on passe aux mesures, on intègre par partie, mais là je ne peux rien faire. J'ai mon équation non linéaire, je la regarde. Alors que puis-je faire ? Ce que je peux faire, c'est essayer de comprendre ce qui se passe lorsque je prends des polynômes. C'est quoi des polynômes ? C'est par exemple chercher un polynôme de degré 1. C'est de prendre 1 sur n somme de phi de xi. Voilà. Et c'est donc me dire, j'ai peut-être des solutions, effectivement, qui préservent cette forme, et c'est fait pour somme de i égale 1 à n de phi de xi et de t. Est-ce que ça marche ? La réponse est oui, et ça marche dès que je résous pour phi dφ sur dt plus f de d2x phi égale à 0. Ça marche. C'est fait pour. Vérifions. Je vais avoir une somme par rapport à i de dφ sur dt en la variable xi. J'ai une somme sur i et j'ai un 1 sur n. Et le f de n fois, si je regarde la im, le f de n fois d2 par rapport à xi de ça, c'est précisément ceci. Donc c'est fait pour. Alors... Évidemment, pour que je puisse résoudre ces équations, il faut que f, qui est une fonction qui opère sur les matrices symétriques à valeur dans R, il faut que cette fonction de A soit décroissante pour les matrices symétriques. Ça, c'est l'ellipticité ou la parabolicité de l'équation, c'est-à-dire f de A inférieur ou égal à B si A est supérieur ou égal à B. Comme pour moins Laplacien. Prendre moins la trace est une opération décroissante pour l'ordre partiel des matrices symétriques. Bon. Donc ça veut dire que si je prends comme condition initiale pour U0, qui est l'intégrale de phi m, la solution que je vais trouver pour m de t, c'est l'intégrale de phi de x et de t, de m, ou dφ sur dt
C'est d'ailleurs une remarque générale, hein, quand on prend des équations. Si vous prenez à peu près n'importe quelle équation en dimension finie, ce processus qui consiste à sommer par rapport à chacune des variables à variables séparées, vous conduit à une évolution en dimension infinie dans lequel, sur les monômes, dans lequel l'équation est lue sur les coefficients. Ça ne sert à rien, mais c'est mignon. Enfin, ça ne sert à rien. Pas que je vois, on ne sait jamais. Cela dit, ça éclaire pas vraiment pour comprendre de quoi il s'agit. À ceci près que là, avec un peu d'imagination, on sait que le D2 phi, c'est relié à la dérivée seconde. Donc on a quand même envie de dire que quelque part, il doit y avoir un U seconde de x. Donc tout ceci, on peut oublier parce que c'est vraiment des choses qui sont spécifiques à des équations linéaires. Donc on doit se dire qu'il doit y avoir un peu U seconde de x dans la direction g, parce qu'on sait qu'en linéaire, il va y avoir, ça va être un opérateur de dérivation, donc il y a quelque chose qui va rester là. Il va y avoir un f. Mais il y a des espérances là-dedans. Il y a des espérances et où est-ce qu'on met la non-linéarité et l'espérance? En fait, comme c'est une dérivée seconde, il y a deux espérances et il va falloir en mettre une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Bon, alors on va s'y prendre calmement, il nous reste un peu de temps pour finir ça. Et rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls à avoir mal à la tête. Bon. Alors, donc, et avec un opérateur d'ordre 1, les espérances, on ne les voit pas trop. Alors, comment puis-je essayer de vous expliquer ça avec un opérateur, avec un monôme de degré 2? Ouais, on va voir. Essayons de comprendre ce que fait l'opérateur sur un monôme de degré 2. Bon, je vais vous épargner le monôme de degré 3, etc. Hein? Alors, un monôme de degré 2, c'est quoi? Comme je vous l'ai expliqué en remarque, et c'est toujours au tableau, on va se contenter de regarder E de phi de x carré, c'est-à-dire l'intégrale de phi dm au carré. Ça ne suffit pas, parce que c'est un opérateur non linéaire. Mais déjà, comprenons celui-là. Ça ne peut pas faire de mal. Alors, la projection en dimension finie de ce bazar-là, c'est 1 sur n2, somme sur i. Normalement, c'est i et j de phi de xi, phi de xj. Et pour simplifier les calculs, pardonnez-moi, mais je vais prendre somme de i différente j, pour éviter d'avoir à faire le décompte des j différents de i et des i égales à j. Ça ne change rien, ne vous faites pas de soucis là-dessus. Et j'injecte là-dessus, sur cette fonction phi n, j'injecte cet opérateur non linéaire, 1 sur n, pour essayer de deviner quelle est l'équation limite. F de n de d2xi, et puis si on comprend bien l'équation limite et qu'on a fait ça sur les polynômes, on aura tout démontré. Puisqu'il suffit de montrer la cohérence, la consistance des équations sur les polynômes. Bon, je l'aurais fait que sur les monômes d'ordre 2 particuliers, mais vous verrez bien, vous sentirez bien que après ça devient mécanique, à partir du monôme d'ordre 2. Alors, f de n fois d2xi phi n. Regardons ce bazar-là.
Ça, c'est la manière de comprendre quelle est l'équation limite, c'est de dire je prends les polynômes, j'applique dans le premier cas de figure, c'est exactement une solution, donc c'est particulièrement simple. Dans le deuxième cas de figure, pour des monômes d'ordre 2, ce n'est pas exactement des solutions, mais je vais regarder juste ce que fait l'opérateur. Quelle est la limite de l'opérateur? De façon à identifier l'équation limite. Alors, 1 sur n, somme de ce bazar-là, ça fait quoi? Ça fait 1 sur n, somme de i égale 1 à n, de f de n fois la dérivée seconde par rapport à xi. Alors, dérivée par rapport à xi, j'ai simplement, je me suis débarrassé des termes qui sont d'ordre 1 sur n en prenant i égale à j, donc ça c'est absolument pas grave. Dérivée seconde par rapport à xi, donc je vais compter 2 fois et je vais prendre la d2 phi en xi multiplié par la somme de j différent de i de phi de xj. Et j'ai un 1 sur n2 ça, c'est calcul algébrique. Donc, normalement, il faudrait rajouter le terme correspondant à i égale à j, mais vous voyez que lui, il est d'ordre inférieur. Il est d'ordre inférieur parce qu'il contribue à 1 sur n fois un seul terme. Tandis que là, j'ai du 1 sur n fois n termes. n moins 1 terme. Alors, comment ça se passe? Eh bien, on écrit que ceci, c'est 1 sur n, somme de i égale 1 à n, de f de 2 d2 phi sur dxi, fois quoi? Fois 1 sur n, somme de j différent de i, de phi de xj. Et ce bazar-là, c'est quoi? Ben ça, c'est l'intégrale de phi m. Et donc tout ceci est semblable, ou ça converge vers l'intégrale de phi m, et donc tout ceci est semblable à 1 sur n, somme de i égale 1 à n, de f de d2 phi de xi, fois l'intégrale de phi, avec un 2, fois l'intégrale de phi m. Ça, maintenant, c'est un constant, c'est une constante, et j'ai une somme de i égale 1 à n d'une fonction de xi divisée par 1 sur n. Et ça, je sais que ça tend vers l'intégrale de f de d2 de 2 fois intégrale de phi m fois d2 phi intégrée par rapport à m. Intégrale de phi m, c'est une espérance, j'applique f et je reprends une espérance. Ah. Difficile de voir ce qu'est réellement cet opérateur. On l'a identifié sur un monôme d'ordre 2, on se dit, ben maintenant on va essayer de le faire sur un monôme d'ordre 3. Bon, ça, non. Essayons de comprendre un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est ça, cet objet qui est là? On doit essayer de se dire, ça doit être relié à la dérivée seconde. Alors, c'est quoi la dérivée seconde? Eh bien, c'est la dérivée seconde de l'espérance de phi de x au carré. Donc, voilà mon u. Regardez d2u en x fois zz, c'est faire quoi? Bien, c'est écrire u de x plus epsilon z, et puis regardez, à un demi près,
le terme d'ordre h, ou d'ordre epsilon, pardon, le epsilon, j'appelle h, u de x de h plus z, et d'essayer et de trouver le terme d'ordre 2 dans le développement limité. Alors, j'écris ceci, ça fait e de phi de x plus, je vais écrire phi prime de x z avec un h devant, et un h2 sur 2, phi seconde de x, z carré. Et le tout est espérance au carré. À l'ordre 2, c'est pas à peine de pousser le premier développement limité plus loin. Et donc je vais récupérer, bien entendu, deux termes. Un premier terme qui est en H2, donc si je regarde les termes en H2 et que je les reporte ici, je récupère E de phi prime de x, z, le tout au carré. Et le deuxième terme qui provient du double produit qui est ici, avec un 2 devant d'ailleurs ici, non, il n'y a pas de 2 là. Ça c'est le carré de celui-ci, le double produit, c'est donc l'espérance de phi de x et l'espérance de phi seconde de x fois z2. Ah. Donc, en d'autres termes, si je veux écrire ça de manière algébrique, l'opérateur de dérivée seconde des deux u, c'est l'espérance de phi de x fois e de fois phi seconde plus l'espérance plus phi prime de x, tenseur phi prime de x. Bon, ça on a bien compris avec le Laplacien qu'on tuait la partie qui correspond grosso modo à une diffusion sur la normale. Donc, normalement, on doit retrouver, alors je ne sais pas, j'ai l'impression, qu'est-ce que j'ai fait avec mes deux, moi, là-dedans? Phi de x, non, bon, je suis un peu perdu avec mes deux. J'ai un 2 qui flotte, non, je ne comprends pas d'où il sort. Phi de x carré, le développement du carré jusqu'à la preuve du contraire, c'est quand même bien ça. Je suis fatigué avec mon 2, non? Parce que là, ce que l'on obtient ici, c'est l'espérance, si je réinterprète ceci, c'est l'espérance de f, alors 2. Qu'est-ce que j'ai trafiqué avec les 2? Est-ce que je me suis trompé dans le calcul de la dérivée seconde de 1 sur n2, somme de i différent de j? Ben non, pourtant, on les a deux fois. Bon, il y a un 2 que je ne comprends pas. Ou est-ce que c'est ici que j'ai un 2? Non? Oui. Ah, c'est celui-là, h de ce. Oui. Plus un terme qui est la dérivée seconde h carré sur 2. Donc d2u c'est 2 fois. Et donc le coefficient qu'on. Attends, ça c'est ça. Le h2 carré sur 2, il est. Il faut développer au carré. Mais ça fait 2 par 2, ça fait 1. 1 demi par 2. Mais c'est un h2, il est là. Attendez.
Là, je n'ai pas fait d'erreur. J'ai mis la tête, je ne sais plus où. C'est idiot de se braquer sur un 2. Il n'y a pas d'erreur dans le développement, mais c'est que le terme d'ordre 2, c'est la dérivée seconde sur 2. Là, il n'y a pas de... Pardon? Ah, ça c'est un demi, bien sûr. Ah, merci. Bien entendu. J'ai décidément des difficultés avec les développements limités à l'ordre 2. Alors donc, 2 fois E de phi fois phi seconde, je vais écrire les choses comme ça, de x. Donc, par rapport à D2U, on a joué au jeu GG de tout à l'heure pour tuer le terme là. Ça, c'était l'utilisation des G. Et on sent qu'on a fait une intégration par partie pour tuer le phi prime, une intégration, une espérance pour tuer le phi prime. Correspond à l'espérance qui est cachée ici, et que l'on doit reprendre une autre espérance dehors. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand je regarde une dérivée seconde? Pourquoi je parle de 2 espérances? On voit bien que 2 espérances, il y en a une, ça c'est un peu ambigu d'écrire les choses comme ceci, on voit bien, ça c'est exact. On voit bien que quand j'écris cette forme quadratique, à chaque fois, j'ai 2 espérances. Alors, essayons de comprendre un petit peu mieux ce dont il s'agit. Parce que je vous ai parlé beaucoup de la dérivée première, de la différentielle, en disant j'ai un gradient, ce gradient, il a la même loi, quelle que soit, quelle que soit le choix de x dans la loi EM. Je vous ai indiqué qu'il était fx mesurable, mais je ne vous ai rien dit sur la dérivée seconde. Qu'est-ce que ça entraîne sur la dérivée seconde que j'ai une fonction qui ne dépend que de la loi? Alors, déjà, qu'est-ce que c'est U seconde de x? C'est un opérateur linéaire auto-adjoint de L2 dans L2. Faites comme s'il avait un noyau. S'il avait un noyau, ce noyau, je l'appelle petit k de oméga, oméga prime. Et la manière dont il agit, c'est que je lui injecte une variable z de oméga prime, je lui injecte une variable z de oméga, et j'intègre 2 fois par rapport à oméga et oméga prime. Oui, il y a automatiquement une double espérance. Ah, donc là, tout à coup, on a de l'espoir. Et en fait, à nouveau, il y a des choses, alors il faut parler de lois d'opérateurs bistochastiques comme ceci, ça devient un peu lourd du point de vue probabiliste à écrire les choses. Donc je vais simplement mais c'est vrai, il y a encore ce principe d'invariance de loi. Parce que simplement c'est un principe d'invariance par transformation de mesure, ce que je vous avais dit pour le premier ordre, mais ça je n'en avais pas besoin. En revanche, ce qui reste vrai exactement pour la même raison qu'au premier ordre, et je ne vais pas l'écrire comme ceci, c'est de dire que si je prends U seconde de x, z, c'est aussi égal à U seconde de x, l'espérance conditionnelle de z sachant x,
l'espérance conditionnelle de z sachant x. En d'autres termes, cet opérateur U-seconde, D2U, cet opérateur D2U possède la propriété qui consiste à dire que si je fais la projection sur les fonctions fx mesurables, si je fais la projection sur les fonctions fx mesurables, je retrouve l'opérateur. C'est exactement ce que ça veut dire. Donc ça, c'est l'analogue de dire que le gradient de U est fx mesurable. La raison pour laquelle c'est vrai qu'on prenne z ou qu'on prenne z sur x, c'est exactement celle que je vous avais donnée. Vous prenez la loi jointe de x et de z et vous regardez la dérivée seconde dans la direction de l'accroissement z. Et la dérivée seconde, c'est rien qu'une fonction de x. Toutes les dérivées, à chaque fois, ne vont faire apparaître que des poids qui dépendent de x. C'est exactement l'argument que je vous avais donné au premier ordre, c'est le même argument. Bon, ben maintenant, vous comprenez pourquoi il y a une double espérance. Et que prendre une espérance, c'est faire un produit scalaire à droite, prendre la deuxième espérance et faire le produit scalaire à gauche. Et ce que vous récupérez, en prenant une espérance, une seule espérance, c'est une variable aléatoire. Alors, vous pouvez le comprendre dans dérivée directionnelle de dérivée directionnelle, c'est une double dérivée. Et donc, la manière d'écrire l'équation limite est la suivante. Si j'efface tout, l'équation va s'écrire du sur dt, plus, je prends f, je mets d2u, je lui applique g, je prends l'espérance, la deuxième espérance, si vous voulez, par rapport à 1 des 2g, et à l'extérieur, je mets la première espérance. Pensez avec le noyau, l'intégrale de k de oméga prime. Vous injectez g de oméga prime, vous intégrez en oméga prime. C'est ça que ça veut dire. Ça vous laisse une variable aléatoire. Sur cette variable aléatoire, vous faites l'opération non linéaire. Et ensuite, vous prenez l'espérance. Bon, alors c'est plus difficile à écrire que voilà la manière dont je propose de l'écrire. Les démonstrations d'unicité sont absolument pas plus compliquées que dans le cas linéaire. C'est beaucoup plus dur à écrire que démontrer que c'est une équation qui est bien posée et qui est à la limite des équations. On le vérifie sur les polynômes et ça marche bien. Alors, où G est indépendante de X. C'est exactement le même processus. Démonstration d'unicité, c'est du même tonneau. Donc, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Vous voyez qu'effectivement, lorsque vous prenez le monôme d'ordre 2, pour bien vérifier que c'est la bonne chose, donc ça c'est le bon terme, c'est le bon terme. Le terme supplémentaire que l'on avait vu apparaître, c'était le phi prime de x. Donc vous aviez un phi prime de x. Donc qu'est-ce que ça veut dire si je prends la dérivée seconde, c'était phi prime de x tenseur phi prime de x. Le terme supplémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là? E2 de D de U GG. Donc vous appliquez G. Ce que vous obtenez, c'est phi prime de x G au carré.
Et donc le 2, c'est ce que cela veut réellement dire, mais c'est un peu dangereux parce que normalement c'est l'espérance lorsque vous prenez la forme quadratique associée. Si vous prenez un produit scalaire à droite, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de composer phi' de x fois l'espérance de phi' de x fois g. Et vous multipliez ça par g. Donc le terme D2U GG E2, dans ce cas-là, c'est juste cette expression-là, pour le terme supplémentaire. Et ça vaut 0 parce que c'est à cause de l'indépendance. Voilà, même terme, même chose ici, vous avez l'intégrale de phi m ici et le d de phi qui s'ensuit. Donc voilà une manière d'écrire l'équation limite. L'unicité, pas de difficulté, c'est du même tonneau, c'est comme pour les solutions viscosité en dimension finie. Alors après, vous pouvez compliquer en mettant une dépense en x, etc., etc. Donc, possibilité de gérer une équation non linéaire à variables séparées. Donc, ce qu'on a fait dans le cadre du deuxième ordre, jusqu'à présent, c'est uniquement des variables séparées dans le deuxième ordre. Dans le premier ordre, on avait fait tout ce qu'on pouvait faire. Qu'est-ce qui me reste à comprendre? Je vais m'arrêter là parce que je fatigue. Qu'est-ce qu'il me reste à comprendre? Ce qui me reste à comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on prend des opérateurs du second ordre où on va mélanger les blocs de variables. Mélanger les blocs de variables, avoir des dérivées croisées, eh bien, c'est le cas extrême. C'est le cas où on a une corrélation totale entre tous les mouvements browniens. Et donc, je vais bien entendu commencer par ce cas-là, qui va être... Donc j'avais pris un cas extrême, les blocs de variables sont complètement décorrélés. Deuxième, donc le deuxième cas de figure, deuxième situation, je vais prendre corrélation totale. Et puis après, évidemment, on pourra combiner les deux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire corrélation totale? Cela veut dire que l'équation à partir de laquelle je vais commencer, et d'ailleurs m'arrêter aujourd'hui, parce que je ne vais pas commencer pour en faire 2 minutes, c'est de dire que je vais prendre un demi, ça c'est un demi probabiliste, et je vais prendre la somme sur I et J, tous les I et tous les J, de gradient xi, gradient xj, un. Donc si chacun des blocs de variables xi, je vais réécrire ça autrement, si chacun des variables xi est unidimensionnel, ce que vous avez ici, c'est moins un demi de somme sur tous les i et j de dun, dxi, dxj. Vous sommez toutes les dérivées. Donc c'est ça que j'appelle corrélation totale, c'est que vous avez un 1 sur le xi, xi, mais un 1 sur le xi, xj pour tous les j. Si xi est dans RD, ce que ce bazar veut dire, c'est que vous faites moins un demi de la somme sur i et j, de la somme sur k de 1 variant, k variant de 1 à d, de d2un sur dxik, dxjk. C'est pour ça que je mets un produit scalaire entre ces dérivées. Et là encore, ça correspond à dire que si vous fixez un numéro de coordonnées, ce que vous avez, c'est numéro de coordonnées, disons première coordonnée, vous avez exactement l'opérateur précédent. Et vous lui ajoutez le même opérateur pour la deuxième coordonnée. Et pour la troisième coordonnée jusqu'à dm coordonnée. Donc c'est l'analogue du Laplacien par rapport aux coordonnées de l'espace de base, on somme également chacune des coordonnées. Mais par rapport au bloc de variables, c'est la corrélation totale. On a les mêmes coefficients.
Alors ça correspond de manière probabiliste à simplement prendre toutes les particules stochastiques comme étant le même brownien. Bon, alors ça c'est la base de départ, hein, c'est l'autre cas extrême, et auquel je tordrai le cou la semaine prochaine. Et après, on pourra effectivement d'abord mettre des coefficients qui dépendent de x et de m, mélanger avec l'autre cas extrême en termes d'opérateurs linéaires, et ça permettra d'avoir l'équivalent de Vlasov-Makin, mais en stochastique avec corrélation. Ça, ce sera pour les aspects linéaires. Puis en non linéaire, je flotte un peu plus parce que c'est on peut faire du non linéaire à partir de ça, du non linéaire, on peut faire des combinaisons, mais jusqu'où on peut aller est encore moins clair que dans le cas du premier ordre. Donc on verra ça. En particulier, Monge-Ampère n'est pas accessible comme ça. Donc on reparlera de ça tranquillement la semaine prochaine, qui, comme je vous l'annonce à chaque reprise, sera normalement le dernier cours sur cette partie. Je crois que ça fait 2 ou 3 cours que je vous dis, après je vais passer, mais puis à chaque fois le matériel s'étend. Voilà, je finis avec 3 minutes d'avance, ça fait pas de mal. Surtout à moi. Et à vous aussi. Merci.